Bonsoir à tous et bienvenue sur Franc Parler, l'émission dans laquelle les invités n'ont pas la langue dans leur poche. Aujourd'hui, je reçois Jordan Florentin. Jordan Florentin, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes journaliste auprès de Frontières, donc qui est un média sur Internet et désormais qui est un magazine d'ailleurs. Vous avez aussi été anciennement journaliste à Valeurs Actuelles et vous avez même commencé à Livre... Boulevard Voltaire. Boulevard Voltaire, excusez-moi. Et vous aviez commencé à Livre Noir, donc c'est-à-dire l'ancienne mouture, on va dire ça comme ça, de Frontières. On en reparlera un petit peu. J'ai une première question pour que nos téléspectateurs vous connaissent mieux. J'ai vu que de votre plume, donc c'est une source primaire, on va dire, que vous étiez lié au Creusot, qui est donc la ville de l'industrie lourde française par excellence, enfin qui était, c'est plutôt un symbole maintenant, et que vous étiez issu d'une famille populaire, un père ouvrier, une mère employée, c'est-à-dire le schéma classique des familles populaires. Et je voulais savoir, est-ce que ça a un retentissement en fait dans votre engagement journalistique ou médiatique? Vous avez bien fouillé sur ma vie. Non, mais c'est très intéressant comme question parce qu'on ne me la pose pas souvent et ça me permet d'en parler, donc merci beaucoup. Moi, j'ai une commune industrielle. Le Creusot, c'est typiquement ces villes industrielles qui ont été désindustrialisées, qui ont perdu, qui en fait avaient une immigration qui était plutôt européenne, Europe de l'Ouest, hein, polonais, portugais, espagnol, italien. Le maire actuel socialiste est un maire espagnol qui vient des origines espagnoles. Moi-même, mon père est d'origine portugaise, il est né au Portugal. Du côté maternel, il y a des origines italiennes. Vous voyez, c'est un savant mélange de toutes ces origines. Et moi, je dis souvent de gens qui savaient travailler dans le bâtiment, qui savaient s'intégrer, qui savaient s'assimiler. Il y a eu au début des petits surnoms sur les Italiens, sur les Polonais, sur les Portugais, mais tout ça, ça se basait sur une culture commune, qui était la civilisation européenne et notamment chrétienne. Et tous ces gens se retrouvaient à l'église. C'est ça aussi qui faisait ce ferment. Ils se retrouvaient à l'église et à l'usine. Un petit peu au PMU aussi, c'est là que mes parents se sont rencontrés. Donc il y avait toute cette ambiance qui a duré jusqu'aux années 80 peut-être, et puis qui a été très vite remplacée par une immigration plutôt arabo-musulmane. Et c'est vraiment l'exemple typique de cette commune. Le Creusot, c'était 30 000 habitants dans les années 80. Aujourd'hui, c'en est 20 000. Pourquoi? Parce qu'on a une chute drastique du nombre d'étudiants. Alors, c'est une ville qui a plutôt des atouts sur les études techniques, sur la robotique. On a développé beaucoup de choses, hein. Le body du TGV, sur l'industrie, c'était les Schneider, la métallurgie. Mon père a travaillé toute sa vie chez ArcelorMittal. Donc, vous voyez, on avait vraiment cette capacité-là à attirer. On est entre Lyon et Paris. Et maintenant, la jeunesse fuit et les familles fuient également parce qu'elles vont trouver du travail ailleurs, à Dijon, à Lyon ou plus loin. Et on est tombé aujourd'hui à 20 000 habitants. Donc on a perdu 10 000 habitants donc, avec les subventions qu'on perd, avec un délitement du centre-ville. On disait souvent, parce que j'ai participé à une équipe municipale, en tout cas une liste qui se présentait contre le maire socialiste, qui était plutôt une liste citoyenne, hein, sans étiquette. Et on disait, en fait, le centre-ville, c'est complètement déchiré, décousu. Et le Creusot, c'est typiquement ce type de ville où les habitants sont obligés de faire quelques kilomètres en voiture pour aller acheter leur pain ou pour aller à la boucherie, parce qu'il n'y a plus rien en centre-ville. D'autres, ils vont dans les zones commerciales. Ça, c'est Jérôme Fourquet, il le décrit très bien dans La France d'après. Il l'explique notamment sur le territoire du Mans, où, en fait, on a vu même électoralement, sociologiquement, religieusement, tout a changé à partir du moment où il y a eu pas que l'immigration arabo-musulmane, mais l'immigration aussi sino-américaine, ils l'appellent comme ça, en disant d'un côté les Asiatiques qui ont tout racheté, les bars tabac par exemple, ça c'est typique en France, et les Américains qui ont installé, dans ce qu'il appelait autour du Mans le désert des burgers, qui ont installé leur fast-food. Et le Creusot aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que ce qui emploie aujourd'hui, c'est soit des fast-food, soit des kebabs qui sont implantés également, donc c'est une autre jeunesse aussi qui s'installe, qui se développe, qui se déploie. Et qui en fait a vu se péricliter complètement le réseau, le tissu social. Moi quand je retourne dans ma ville, il n'y a plus la même ambiance qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, où on pouvait sortir le soir, on était avec des jeunes en ville. Je ne le vois plus. Je ne vois plus de bandes de jeunes, par exemple, dans le centre-ville. Les seules bandes, elles sont dans les cités. Figurez-vous qu'il y a quasiment, c'est pas quasiment, il y a eu une fusillade dans ma commune, au Creusot. Il y a des affrontements entre Afghans dans cette ville, en plein cœur de la Saône-et-Loire. Donc il y a tout cet aspect-là, qui est un petit peu l'étude politique que j'en fais, et puis il y a mon background social où effectivement, vous l'avez dit, ma mère était femme de ménage, mon père était ouvrier,
C'est vrai que souvent, on me dit, tu n'as pas que le prénom en commun avec Jordan Bardella, tu as aussi le même background social. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir mes deux parents, de ne pas être ce que Éric Zemmour appelait l'enfant du divorce. J'ai cette chance d'avoir des parents, d'avoir une famille solide, d'avoir un frère, d'avoir voilà, un entourage très, très solide. Donc j'ai grandi là-dedans, mais dans une famille qui s'aimait et qui, sur des moyens précaires, bah, quand même, a voulu élever ses enfants à l'école de la République, école qui est complètement ravagée aujourd'hui, dont moi j'ai peut-être bénéficié des derniers instants. Je pense que tous ceux qui, comme moi, sont nés dans les années 90, ils ont vu la fin de l'école républicaine avec ses valeurs, avec une certaine aussi, un certain respect de l'autorité, une certaine transmission. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, à Poitiers, en ce moment même, on tourne cette vidéo, à Poitiers, il y a une fac qui est complètement prise d'assaut par des antifas et même par des professeurs, et que les étudiants ne vont même pas avoir de deuxième semestre, je me dis, ça, dans les années 90, on ne le voyait pas encore. Et j'ai eu la chance, avec le Creusot, de vivre la fin de cette France qu'on a connue encore dans les années 90, et de commencer à voir maintenant, quand j'y retourne, le début de la France d'après. Celle désindustrialisée, kebabisée aujourd'hui, arabisée, quatre mosquées, pour une ville de 20 000 habitants aujourd'hui. Sur ces 20 000 habitants, on estime qu'il y a 8 000 étrangers. Et figurez-vous que la plus grande communauté, c'est la communauté turque, qui par exemple œuvre de moyens pour ne pas payer d'impôts locaux, comme par exemple ne pas terminer les travaux de sa façade de maison. Ça, c'est des petites techniques au niveau local où on voit que ces gens ne respectent pas notre civilité, notre savoir-vivre aussi, et notre respect voilà, de la municipalité, des valeurs locales, des droits, du droit commun, du droit qui touche tout le monde, et des devoirs, qui plus est, qu'ils doivent aussi défendre. Et donc tout ça se délite, et le Creuson en est un parfait exemple, et j'en suis issu, donc ça c'est maintenant un petit peu un autre monde quand on arrive à Paris. C'est intéressant parce que hors caméra, vous me confiez en ce moment faire un tour de France et je, j'ai l'impression qu'il y a encore, disons, un hiatus entre sur la vision qu'ont les gens de l'immigration ancienne ou récente, c'est-à-dire que encore beaucoup de Français voient l'immigration comme un sujet qui concerne et qui touche avant tout les grandes métropoles, les agglomérations, l'agglomération parisienne bien évidemment, mais Marseille également. Et ça me permet de faire un lien avec ce que vous venez de dire et avec votre tour de France en ce moment. Est-ce que vous constatez justement sur le terrain, au travers de vos enquêtes, la diffusion justement de cette immigration et de l'insécurité éventuellement, qui vont parfois de pair et parfois non, mais est-ce que le Creusot est un exemple d'un phénomène majeur, enfin massif plus exactement, ou est-ce que c'est un cas isolé, selon vous? C'est un des exemples parmi tant d'autres. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas une ville en France de plus de 10 000 habitants qui n'est pas impactée de plein fouet par l'immigration, qui plus est extra-européenne, arabo-musulmane. Ça, c'est un fait indéniable. Et aujourd'hui, ça arrive même dans des petits villages, dans des petites communes. Hier, j'étais sur CNews, on partageait le reportage d'une petite commune où des habitants ont vu arriver un CADA, donc un centre d'accueil de demandeurs d'asile, sans que les élus soient prévenus, imposé de manière stricte par la préfecture, sans que les habitants ne puissent refuser. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais voté pour ça, mais on nous impose quand même des centres d'accueil de demandeurs d'asile, quand ce n'est pas des CRA, des centres de rétention administrative, tout ce qui amène en fait au fin fond des contrées, au fin fond de la France, jusque dans le sud-ouest. On n'imaginait pas, là il y a eu une fusillade le mois dernier à Aurillac, en Travelan, on n'imaginait pas que dans ces lieux qui étaient encore des refuges, où il y avait encore une forme d'exode, hein, de personnes qui fuyaient des grandes villes telles que Lyon, Marseille, Grenoble, pour aller se réfugier dans la campagne, et qui finalement voient arriver au fin fond de la campagne cette immigration qui n'est pas désirée. Qui n'est pas désiré en fait. Et c'est ça tout l'enjeu, toute la dichotomie entre l'immigration, qui était l'immigration de l'Europe de l'Ouest, on a parlé, hein, franco-italienne, portugaise, espagnole, à moindre niveau allemande et polonaise, qui était non seulement désirée et désirable parce que c'était une main-d'œuvre qui venait et qui était d'ailleurs mieux payée que la main-d'œuvre d'aujourd'hui qu'on utilise, où la gauche nous dit toujours il faut de l'immigration, il faut de l'immigration, et en même temps ils critiquent le capitalisme. Oui, mais enfin, c'est leurs amis justement qui appellent à faire venir l'immigration à bas coût et en les payant une misère, alors que c'était pas encore comme ça il y a 30 ans, 40 ans. Et puis chacun bénéficiait de cette richesse parce qu'il y a eu une vraie richesse, une vraie diversité qui était admissible et qui était intégrable, parce qu'on était encore une fois sur le même socle commun civilisationnel. Hier, on m'a reproché dans une émission de dire qu'en fait, les Français n'avaient pas envie d'être métissés, n'avaient pas envie d'être créolisés, et c'est leur droit.
Si les Français ont envie de rester français pendant 1000 ans encore, c'est leur droit. Et on m'a reproché d'être un suprématiste blanc. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. J'ai aucun problème avec les Antilles, j'ai aucun problème avec Mayotte. On m'a reproché d'ailleurs dans le même temps, de l'autre côté, d'avoir expliqué que les Mahorais étaient on ne peut plus français. Parce que j'expliquais qu'ils avaient la France vraiment attachée au cœur. Donc on ne peut pas me reprocher de défendre les choses de façon ethnique. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est qui peut s'intégrer, qui ne peut pas. Aujourd'hui, les personnes issues de l'immigration subsaharienne africaine ou moyen-orientale, ou en tout cas arabo-musulmane, avec comment dire, ce fond islamique en eux, n'auront pas les mêmes capacités de s'intégrer à nous que ceux qu'on a connus dans cette ville telle que Creusot. Donc il y a ce sujet. Et aujourd'hui, l'immigration qui déferle en Europe et qui déferle en France, on va en parler, elle est visible partout. Il n'y a pas un seul point de France qui soit épargné. Ou alors, c'est des communes vraiment très spécifiques, qui votent encore à gauche et qui vont se réveiller, qui voteront à droite le jour où ils verront arriver des CADA. C'est le cas de la Bretagne notamment. Je prends un exemple qui, moi, m'a frappé. Vous parlez du Creusot. À 2 heures du Creusot en voiture, vous arrivez à la frontière suisse, notamment en Haute-Savoie. Allez un jour à Annemasse. Ou plutôt n'y allez pas. Hein. Moi, j'y suis allé. J'étais allé à Molenbeek avant. Hein. J'étais allé à Saint-Denis. J'en ai fait les villes, Marseille, Grenoble, qui sont grands remplacés. Et je dirais même plus qui sont grands remplacés. Je dirais que le tic-tac démographique là-bas, il est terminé. On dit souvent il est minuit moins le quart, là, minuit est passé. C'est-à-dire que là, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a une telle chute de la natalité, peut-être même de la fertilité européenne et française dans ces territoires, et une telle poussée démographique couplée à une immigration débordante arabo-musulmane et africaine, notamment subsaharienne, dans ces villes, qu'il est impossible de faire marche arrière. Ou alors, solution radicale, il faut expulser, on coupe l'immigration, et nous, on refait des enfants, avec une politique de la famille. Et ça, c'est très compliqué à mettre en place. Annemasse, vous êtes à la limite avec la Suisse. Je suis sorti un soir, alors on m'explique que c'était Ramadan, mais quand bien même, ça veut bien dire que ces personnes sont là. Je me balade un soir, pendant 1 heure, sur à peu près 100 personnes croisées dans les rues, je n'ai absolument rien vu d'autre que des personnes en tenue islamique, pour les hommes en camis, pour les femmes voilées de la tête aux pieds, avec parfois même des burqas, des niqabs, choses qui sont parfois interdites en France, et parfois même des fillettes, des enfants, des adolescentes qui étaient voilées. Expliquez-moi si ça, c'est pas la preuve que le remplacement, il est terminé. En tout cas, qu'il est irréversible. C'est-à-dire que la majorité, elle est arabo-musulmane. J'étais à Roubaix, il y a quelques jours, sur la terre de David Guiraud, qui se présente aux élections municipales. Roubaix, il m'a fallu 5 minutes pour croiser une personne qui est un commerçant, qui tient un kebab, qui en 5 minutes me place les 3 éléments qui vraiment disent tout de ce qu'est la France aujourd'hui. Il me dit, je suis ami avec David Guiraud, il vient souvent dîner ici, dans le kebab. Clientélisme de candidat municipal LFI. Il me dit ensuite, de lui-même, vous savez, Roubaix, c'est une ville musulmane. 80% de la population est musulmane. Roubaix, hein, on est à côté de l'île. Hein. On est à 300 km de Molenbeek aussi, c'est très inquiétant. Et il me dit enfin, quand je lui pose la question sur l'antisémitisme de la France insoumise, il me dit, vous savez, moi ça me choque pas, il faut dire ce qui est, les juifs aujourd'hui dominent le monde, dominent les médias. C'est des discours qu'on entendait dans les années 30. Donc en fait, vous avez des villes totalement remplacées aujourd'hui, et c'est assumé, et même eux le disent, et Jean-Luc Mélenchon lui-même, quand il parle de Nouvelle-France, de grand remplacement de génération en génération, et de France créolisée, il l'assume, il le dit simplement avec d'autres termes. Oui, il a repris effectivement la parole il y a quelques jours, reprenant des termes assez proches. Hein. Bien sûr, mais c'est cette France dont Jean-Luc Mélenchon, il ne faut jamais oublier qu'il y a quelques années, il disait que quand il y a trop de blancs, ça me fait peur. Et qu'il est quand même dans le même camp idéologique qu'une certaine Rokhaya Diallo, qui dit que quand il y a trop de white, comprenez de blanc sur une affiche, ça l'éblouit, ça lui fait peur. Et dernier exemple, Rima Hassan, qui lors d'un meeting avec Mathilde Panot à côté d'elle, expliquait que la France Insoumise était un parti qui n'était pas suffisamment incarné, personnifié, par des personnes racisées. Donc en fait, quand vous avez des villes telles que Roubaix, où 80% de la population est musulmane, vous pouvez être certain que dans les années à venir, certes, il y aura certainement une transition avec un élu LFI, mais que cette même frange de LFI sera un jour traitée d'extrême droite par les plus racisés d'entre eux, qui vireront ces personnes en se disant « ils sont troublants pour nous ». En fait, ils vont se faire bouffer à l'intérieur, pardonnez-moi pour le terme, mais ils vont se faire manger par le propre monstre qu'ils auront créé, notamment en cause avec l'intersectionnalité. Moi, je ne connais pas d'arabo-musulmans qui soient gauchistes. En fait, ça n'existe pas. Le social et le sociétal, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est Laurence Bergeau-Bachelard, hein, qui l'explique très bien, hein, le développement, notamment via les frères musulmans, pire parfois avec les salafistes, de l'Oumma, du peuple musulman, d'une vision coranique et de la charia, partout en France. Et à Annemasse, c'est le cas. Je vais vous donner un autre exemple. Mais ils veulent cela. Et donc, ils s'écarteront, in fine,
à terme, des élus qui ont une vision plus sociétale au sein de la France insoumise. Ils ne vont pas coexister avec les revendications LGBTQI+, par exemple, au sein d'un même mouvement. Donc, vous avez tout ça qui se dessine. Et je vous donne l'exemple de cette poussée, parce qu'on était sur l'entrisme islamique et l'immigration, la submersion, chère à François Bayrou, la submersion migratoire partout en France. Vous avez des communes comme Albertville. Albertville, il y a encore 40 ans, en 1980, je crois, dans les années 80, c'était les Jeux Olympiques d'hiver. Albertville, qui était d'ailleurs le fief de Michel Barnier. Cette ville, aujourd'hui, on a une mosquée avec des fidèles qui demandent à ce qu'on crée une école musulmane qui accueillerait 400 élèves. Vous vous rendez compte, 400 élèves, c'est énorme. 400 élèves sur une ville qui est, je crois, Albertville de 20 000 habitants, peut-être un petit peu plus, pardonnez-moi si je me trompe, mais en tout cas qui n'est pas une grande métropole. 400 élèves dans une école musulmane. Le projet a été stoppé juste à temps par le maire et le préfet. Et vous y allez, moi ce qui me frappe, c'est que visuellement, vous avez des mosquées dans des très beaux bâtiments type savoyard, en plein cœur des montagnes. Et vous avez véritablement là la constatation qu'on est passé des maquis savoyards où De Gaulle était venu inaugurer le plateau des Glières, où on résistait il y a encore un demi-siècle, qui aujourd'hui sont en train de devenir des maquis islamiques. Et je pèse mes mots, quand vous avez des personnes de confession musulmane qui sont majoritaires dans la plupart des communes, Cluses, Bonneville, Annemasse, Annecy, c'est en passe de le devenir également. Des plus hauts plateaux de la Haute-Savoie, juste en bas de la Savoie, à la frontière italienne, où vous savez, on avait toutes ces problématiques d'immigration, de migrants qui passaient par ces cols, où vous avez parfois aussi, parce que ça, il faut le dire, des complices, moi j'appelle ça des ennemis de l'intérieur, hein, des personnes françaises, comme, rappelez-vous, Cédric Héroux, qui a été largement critiqué, poursuivi en justice pour son aide illégale aux migrants. Il y a eu, il y a quelque temps, une femme française qui a été arrêtée par la police parce qu'elle transportait dans sa voiture des migrants qu'elle allait chercher dans des cols à la frontière franco-italienne. On pourra en reparler sur la route des migrants tout à l'heure. Mais donc, vous avez à la fois des complices de l'intérieur, un entrisme islamique, et certes, des Français qui encore aujourd'hui ne sont pas réveillés. Et c'est pour ça que, pour conclure, moi je crois qu'il y aura à terme non pas comme certains, je veux dire, au sein même de la rédaction de Frontières, on en parle parfois, on a ces débats. Moi, je ne crois pas au grand choc, à la grande guerre civile qui verra s'affronter les banlieues totalement arabisées, islamisées face aux Français de souche, comme on les appelle. Non, parce qu'en fait, on fait face à un remplacement soft qui se fait de manière totalement pernicieuse, doucement, tranquillement, où en fait, malheureusement, on s'accoutume. On s'accoutume à ce que dans des villes comme Le Creusot en Saône-et-Loire dont on parlait, on a un maire, socialiste, qui avait fait alliance avec En Marche, n'a pas eu d'autres meilleures idées que d'interdire la minute de silence en hommage à Samuel Paty après sa décapitation absolument terrifiante par un islamiste en 2020, je crois, de mémoire. Il y a eu 6 villes en France qui n'ont pas fait cette minute de silence. Le Creusot en a fait partie. Pourquoi ? Parce que le maire ne voulait pas de vagues et avait peur des élèves musulmans dans la salle et il avait peur que ses élèves interrompent la minute de silence. Donc si on continue à se coucher comme ça face à ceux qui n'ont d'autres mots à la bouche que Gaza ou la charia et qu'on continue à se coucher par, en fait, paresse intellectuelle et paresse civilisationnelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de défendre notre propre identité, on terminera évidemment de façon remplacée. Et j'ai un dernier exemple, c'est cet homme, un ancien islamiste radicalisé qui en est revenu, figurez-vous, c'est extrêmement rare. Il s'est radicalisé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, en 2005. On n'avait pas encore tous les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet qui a accéléré de façon grand V la radicalité. Lui, il s'est radicalisé, vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas trouvé d'autres spiritualités plus intéressantes et d'identité et de culture plus intéressantes que dans l'islam. C'est-à-dire qu'il y a déjà 20 ans, on était déjà dans une forme de repentance et d'oubli de défense de notre propre civilisation, identité et culture, et que déjà il y a 20 ans, on ne savait pas quel avenir proposer aux enfants, quel avenir proposer aux jeunes, et que ce que propose la charia, l'islam, le djihad, d'une certaine façon, culturel, armé, civilisationnel, était un absolu plus intéressant pour lui que ce que la France pouvait proposer. Donc il en est revenu, heureusement, il a fui avant qu'on lui propose de s'armer. Aujourd'hui, il fait partie des intellectuels qui écrivent des livres. Je masque encore son identité car il arrivera sur le devant de la scène très prochainement et il est très critique aujourd'hui envers l'islam parce qu'il a vu ce que ça faisait. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que mon tour de France, il me permet de voir qu'il y a des Français qui à la fois ne sont pas réveillés, d'autres qui résistent encore, mais que malheureusement, et c'est mon avis aussi pessimiste soit-il, pour moi, le diktat démographique, il est terminé.
C'est intéressant parce que vous avez exactement fait ce que j'espérais de vous. C'est-à-dire que vous avez posé, en fait, je dirais, les bases les fondations de ce qu'est Frontières. Et en tant que média, à la fois sur Internet et maintenant donc un média papier, euh, je, je- je m'interroge sur Frontières est régulièrement l'objet au minimum de signes d'hostilité, voire même d'agression. Comment est-ce que vous arrivez à évoluer en tant que média? On en reparlera tout à l'heure, je pense, en tant que média alternatif, on reparlera de ce terme, je voudrais savoir ce que vous en pensez, mais dans un milieu médiatique qui, par ailleurs, est encore massivement acquis à des idées qui sont au contraire, disons, le contraire même de ce que vous défendez, en fait. Vous croyez? Moi, je crois qu'on est en train de gagner la bataille culturelle. Enfin. Enfin, Culturel peut-être, mais médiatique. enfin, médiatique, on est encore en peine sur le service public. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est France Radio, c'est France Télévisions. À partir du moment où, vous savez, ces gens sont nommés aussi par nos dirigeants. À partir du moment où il y aura une bascule politique qui peut-être viendra d'abord, certes, moi je ne réfute pas l'idée que, effectivement, grâce à certains médias de droite qui ont explosé, il y a eu aussi une volonté de notre part, mais surtout un succès de faire voir le réel aussi aux Français, et que bien sûr que ce qui est frais, vous savez, au moment où on a voulu censurer C8, au moment où on critiquait CNews, il y a encore quelques mois, il y avait des Reporters sans frontières qui avaient fait une note absolument édifiante. Aujourd'hui, c'est la Fondation Jean Jaurès qui cherche à censurer frontières. Ce qui les dérange, c'est qu'en fait, on montre ce réel, et que les Français, éveillés par ce réel, après 40 années où on les a matrixés intellectuellement, vont peut-être se réveiller et commencer à voter dans leur intérêt. Et leur intérêt aujourd'hui prioritaire, c'est peut-être d'être en sécurité dans leur pays. Au-delà des questions, bien sûr, du pouvoir d'achat et de culture et d'économie et d'écologie. Mais il y a évidemment cette poussée de nos médias qui a œuvré d'abord dans le privé, puisque nous n'avons pas accès à tout ce qui est public en France. Très difficile, aucun de nous n'est invité sur le service public. Donc il y a encore cette bataille à mener, mais je crois qu'on on arrive déjà à les contrecarrer avec des médias tels que le nôtre, en toute modestie. Donc imaginez le jour où on aura enfin accès à l'espace public. Avec cette bataille qu'on mène, on arrive déjà à faire évoluer les mentalités. Si ces mentalités évoluent, peut-être que les résultats électoraux évolueront également, sans vouloir dire que nous sommes des militants politiques, mais en tout cas, nous sommes des journalistes d'opinion, on l'assume parfaitement. Donc on fait évoluer les consciences. Donc il y aura cette bascule le jour où on aura gagné cette bataille. Ensuite, moi, je reviens sur le terme que vous employez de médias alternatifs. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas un média alternatif, nous avons vocation à devenir un des médias les plus importants à droite, un média généraliste. Aujourd'hui, on traite de quasiment tous les sujets. On a bien sûr nos petites marottes, bien sûr, parce que derrière, il y a un combat, non pas idéologique, mais un combat enfin, non pas un combat politique, mais un combat de valeurs. Notre combat de valeurs, c'est d'expliquer que la France, elle est malheureusement face à une décivilisation, face à une déconstruction et face à une déculturation. Donc, face à ces phénomènes, qui s'expliquent par les 3 I, moi que je développe toujours, identité, immigration, insécurité, islam, qui œuvrent à cette décivilisation. Et donc, en face, il faut faire un petit peu de résistance avec nos valeurs. Il faut d'un côté montrer la beauté de ce pays, et dans le cadre de la série que je développe sur la plateforme Frontières qui arrive le 24 avril, cette série de Tour de France, je ne montre pas que le chaos qui attend la France. Je parle de la France d'après, mais je montre aussi la beauté de nos paysages, la beauté de la résistance de certains, la beauté de ce qu'on est capable encore de proposer et des solutions. Donc, il faut montrer ce qu'est ce pays, il faut montrer le réel, ça on le fait, vous voyez, en allant partout. Et puis je crois surtout à quelque chose, c'est que je veux dire quelque chose de contradictoire. D'un côté, je ne pense pas qu'on gagne des points en faisant perdre aux autres, et en même temps, je crois qu'il est parfaitement utile et pertinent de montrer ce qu'est la gauche. Et c'est un vrai débat, parce que souvent on nous dit arrêtez de faire des reportages sur la gauche, arrêtez d'aller à leurs manifs, arrêtez de les inviter, montrez plutôt ce que vous êtes. Mais on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois, et Frontières le fait très bien, défendre de manière générale des valeurs qui vont être plutôt à droite, sur l'immigration, sur l'identité, sur la culture, sur l'économie libérale, sur plein de choses, sur le social, le sociétal, mais en même temps, montrer aussi face à qui on est. C'est même un pied de nez, puisque eux, au contraire, ne vous invitent pas, d'ailleurs. Mais bien sûr, eux ne nous invitent jamais. Et vous savez, moi souvent, j'ai cette remarque, et je crois que j'ai eu le commentaire le plus pertinent depuis le début de ma carrière. L'autre jour, on m'a dit,
enfin, je voyais un tweet qui disait je crois avoir compris la stratégie de Jordan Florentin, c'est d'aller avec son micro vers les gauchistes, de leur tendre et de les laisser s'exprimer. Et ça suffit à montrer à quel point ils sont complètement à côté de la plaque. Et c'est vrai qu'à la manifestation du 8 mars, avec le collectif des seules féministes d'ailleurs de cette marche, les Mimesis, qui ont fait face à une violence inouïe, des appels au meurtre d'Alice Cordier, des antifas, des nervis mais complètement surexcités, qui étaient là uniquement pour casser du flic, parler de Gaza et violenter les femmes, c'est ce qui s'est passé le 8 mars. Bon, bah, face à ça, évidemment que moi j'ai envie de leur donner la parole. D'abord parce que moi je crois réellement à la démocratie, au débat et à la pluralité des idées, mais surtout parce que je crois que c'est en leur donnant la parole qu'ils vont s'effondrer. Parce que quand vous les poussez dans le retranchement, et moi j'ai toujours une question, et ça devient un petit peu ma marque de fabrique, c'est de dire à ces antifas, c'est quoi le fascisme? Et là, ils sont incapables de répondre. Ils ne savent pas ce qu'est le fascisme. Et d'ailleurs, il serait bien mal de le connaître et de le savoir, parce que s'ils savaient ce que c'était, ils fuiraient à leur propre parti. Parce que qui aujourd'hui est contre la République, contre la stabilité de nos institutions? C'est la France insoumise et l'extrême gauche. Qui aujourd'hui est contre le vivre ensemble et veut monter les gens les uns contre les autres? C'est eux en réalité, parce qu'ils font venir un peuple qui ne peut pas s'adapter sur notre sol. Qui est aujourd'hui antisémite? C'est la France insoumise, vous avez vu ces caricatures terribles. Qui est pour renverser le pouvoir? C'est eux. Qui a des groupuscules ultra-violents à l'intérieur de leur mouvement? C'est eux. Tout ça, c'est ce qu'on caractérise politiquement, en termes de source politique, à l'extrême droite. Donc si on voulait aller jusqu'au bout, le vrai fascisme aujourd'hui, il est rouge. Et vous connaissez cette phrase célèbre, les vrais fascistes seront les antifascistes. En réalité, c'est eux qui nous empêchent de nous exprimer, qui ne nous invitent pas sur leur plateau. Il y a une forme de fascisme intellectuel et de totalitarisme de la bien-pensance sur le service public. Et ces gens-là, LFI, la gauche, tout ça, eux, ils ont mais tapis rouge hein, dans ces médias. Nous, on n'est pas invités. Donc je crois qu'il faut aussi savoir montrer qu'on est plus intelligent, qu'on donne la parole à tout le monde, et parce qu'en fait, on n'a pas peur d'aller à l'affrontement. Parce que nous, les arguments, on les a, les idées, on les a. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, dans le réel. Alors vous savez, il y a un terme moi, que j'aime employer, c'est le terme de normies. Les normies, c'est un terme américain qui évoque tous ceux qui sont plutôt détachés de l'actualité politique, de ce qui les environne, qui se questionnent pas tellement, qui s'intéressent pas tellement, qui parfois ne votent pas. On retrouve plutôt ces gens en milieu soit très très à la campagne ou en dehors des zones urbaines, parfois dans le périurbain, sans vouloir dire que ce sont ce qu'on pourrait appeler des prolétaires ou des beaufs ou des choses comme ça, des termes très péjoratifs. Les normistes, c'est pas ça. Normistes, c'est ceux qui, il peut y en avoir dans les grandes villes, mais c'est ceux qui, vous savez, moi j'en connais, qui par exemple ont découvert au bout de 6 mois qu'Elisabeth Borne était Premier ministre. Ces personnes sont vraiment désinformées, qui ne s'informent pas. C'est plutôt ça, qui ne s'informent pas, qui sont mal informés ou qui ne cherchent pas l'information. Et qui représentent une grande partie de la population. Et je vous parle d'eux parce qu'en fait, ces personnes sont les premières à vivre le réel. Et qui, instinctivement, naturellement, si elles n'ont pas accès aux médias publics ou à ce qu'on leur met en tête, vont plutôt avoir tendance à penser comme la droite, à réfléchir de droite. C'est-à-dire à réfléchir à leur héritage, transmission, à l'avenir de leurs enfants, à l'école, à leur sécurité. Je veux dire, ces gens ont les yeux ouverts partout où ils sont. Et qui plus est, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, l'immigration, elle arrive partout. L'insécurité, elle arrive partout. Il n'y a plus un village qui est épargné. Donc ces gens, ils vont plutôt avoir tendance naturellement à voter dans un camp qui leur semble défendre quelque chose qui paraît juste normal en fait. Avoir des frontières, défendre le régalien, avoir une justice qui fonctionne, avoir une école où on n'a pas des drag queens qui viennent faire des clubs de lecture, défendre une écologie qui est saine, on mange local, on mange bien, mais qui ne soit pas non plus un délire de fous furieux qui vont se coller les mains sur le bitume. Les normistes, c'est plutôt des gens qui vont réfléchir et fonctionner comme ça. C'est une large majorité des Français. Et donc, moi, j'ai vraiment confiance dans ces gens-là, qui sont vraiment ceux qu'il faut, parce qu'on n'a pas accès aux médias publics, nous, aller séduire, aller chercher. Et donc, ça passe par être leader sur le numérique, être leader sur le digital, tout ça, parce qu'ils sont quand même présents sur le numérique, donc c'est-à-dire accéder à leur quotidien. Et pour ça, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec Zuckerberg et Musk une évolution là-dessus, parce que si vous voulez vraiment aller pousser le sujet de manière scientifique, cette fameuse catégorie de normies, moi quand je leur pose la question, à des gens qui ne regardent jamais les chaînes d'infos, qui ne s'intéressent pas à la politique, qui parfois ne votent pas, quand je leur demande quelle est leur source d'information, ils me disent, moi dans mes algorithmes, je vois apparaître Hugo Décrypte, Brut et Combini. En fait, c'est tout de suite biaisé.
ils ne voient pas apparaître frontières. Donc c'est pour ça que nous, on a largement, pour répondre à la question de tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'on a un média alternatif? Non. On a largement investi sur tout le numérique, TikTok, sur Instagram, sur Twitch, sur tous ces réseaux. Et aujourd'hui, aujourd'hui on est printemps 2025, ça fait 5 ans que je fais ce métier, j'ai enfin des personnes qui ne me connaissaient pas et qui me disent, je t'ai vu apparaître sur mon fil d'actualité. Et ça permet de leur donner de l'information. Donc je crois qu'en fait, le service public aujourd'hui, il perd en audimat, il perd en audience. CNews est la première chaîne d'information de France. Donc rassurons-nous, même s'il faut aller gagner cette bataille du public, ce n'est pas parce que nous n'y sommes pas que nous n'allons pas pour autant réussir à faire changer les choses politiquement en France. Oui, donc il y a une véritable bataille numérique en fait, qui ressemble à la guerre d'opinion des journaux du 19e siècle en réalité. Le support s'est décalé, mais c'est la même bataille. Et d'ailleurs, je crois savoir, puisque vous me l'avez dit hors caméra, donc je le sais même plus que certainement, que vous allez sortir une plateforme donc numérique justement de diffusion de contenu audiovisuel et plus simplement qui ne se déploie plus simplement sur YouTube ou dans le cadre du magazine, mais qui élargit encore le spectre, disons, des activités de frontières. Et vous avez évoqué votre Tour de France tout à l'heure, mais il y a également un autre documentaire, un documentaire qui va sortir sur les routes migratoires, il me semble, donc qui est au moins réalisé par Eric Tegner, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu, justement? Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est dans le cadre de cette plateforme Frontières Plus qui verra jour le 24 avril. Cette frontière, on a pour ambition de se hisser au même niveau que Netflix, Disney+, Amazon Prime. Je les cite, hein, je fais de la promotion, mais j'en fais pour nous, surtout, parce que je crois que cette plateforme, c'est la première plateforme de streaming de droite qui va voir le jour avec une vraie qualité. C'est un vrai budget, on y a investi des moyens pour avoir vraiment des productions conséquentes, des productions originales. Donc vous l'avez dit, des séries avec plusieurs épisodes, des documentaires, des reportages, des podcasts, des entretiens longs, de la culture, du sport. Tous ceux qui veulent par exemple faire de la comédie sont aussi les bienvenus, puisqu'on va aussi faire des contenus qui viennent d'autres producteurs. Ceux qui veulent s'arrimer à cette grande plateforme que va être Frontières Plus sont les bienvenus. Ils nous contactent et ils peuvent nous proposer leur contenu. Donc il y a ma série, on en a parlé, qui, je vous le livre, je commence à teaser un petit peu dessus, qui va s'appeler La France d'après. Donc cette France d'après, celle de demain, que je viens de décrire longuement, avec plusieurs épisodes où on fait un peu le tour de France, la Savoie, la Bourgogne, je me suis rendu dans un centre islamique, les CADA, les différents CADA, on a un peu partout en France, le Grand Est, qui, vous le savez, est complètement gangréné également par l'islam, une certaine forme d'islamisme, et puis aussi Nantes, la ville de Nantes, où on se pose la question électoralement, politiquement, de ces villes PS, comme Lille, Roubaix, Nantes, Grenoble, Marseille, qui pourraient demain tomber aux mains de LFI, parce que vous avez par exemple à Nantes une maire, Johanna Roland, qui est taxée de racisme parce qu'elle veut armer sa police municipale. Donc vous êtes raciste si vous voulez une police municipale armée, si vous voulez des caméras de vidéosurveillance. En fait, vous êtes raciste si vous écoutez les revendications des habitants de votre commune. Donc on a fait ce tour de France. Et puis en parallèle, il y a l'immense travail qui date depuis 2 ans peut-être, 2-3 ans, d'Éric Tedner, qui est allé à peu près partout, en Afrique, en Méditerranée, en Europe, sur toutes ces routes migratoires, pour un documentaire qui va être capital pour comprendre véritablement toutes les mécaniques des routes migratoires. Je vous invite à l'inviter prochainement pour qu'il vous évoque plus longuement son documentaire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut avoir en tête qu'il y a aujourd'hui, il y en avait à peu près 4, il y en a 3 aujourd'hui, il y a 3-4 à peu près entrées, routes migratoires vers l'Europe. Et c'est comme ça qu'in fine, la France, et on le voit au Royaume-Uni, deviennent les pays qui sont vraiment les plus pris d'assaut. Ces 3 routes, c'est d'abord et avant tout la route des Balkans, qui est aujourd'hui la plus empruntée par les migrants qui viennent d'Afrique de l'Est, notamment de la région des Grands Lacs, qui, je vous évoquais une 4e tout à l'heure, qui passait plutôt par Mayotte à l'origine. Mais on sait depuis quelques semaines, le droit du sol a été endurci à Mayotte. Là, dans les jours où on tourne cette vidéo, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, présente aux députés de Mayotte, aux élus de Mayotte, son plan pour Mayotte. Vous savez qui à l'origine n'avait pas du tout inclus de mesures contre l'immigration. Et puis le Rassemblement national, Reconquête, l'UDR et une partie de LR ont tellement insisté qu'il a enfin jeté des mesures pour l'immigration, je crois au titre de 35 articles
dans sa loi, donc on est sur quelque chose d'assez sérieux qui est enfin pris en compte. On verra si, moi, vous savez, ce gouvernement de parole, moi, j'attends de voir les actes, hein, j'ai toute confiance dans les paroles de Bruno Retailleau, maintenant j'attends de voir les actes. C'est la même chose pour Manuel Valls. Euh, D'autres, il y avait Mayotte, qui aujourd'hui devrait se réduire en termes d'immigration, et donc ça s'est basculé sur les Balkans. Les Balkans, c'est ces pays tels que la Grèce, la Macédoine, l'Albanie, le Kosovo, et surtout la Serbie et la Bosnie, où on a des migrants qui, par exemple, pour en avoir rencontré à Calais, m'ont expliqué être partis, par exemple, du Nigeria, passés par la Libye, et qui sont arrivés par l'Italie ou la Grèce, passés par au moins 4 pays européens, la Serbie, la Bosnie, Chypre. Par exemple, un homme que j'ai rencontré à Calais me disait être arrivé d'abord à Chypre, il avait des documents chypriotes, il a tenté de venir en France en passant par la Serbie, la Bosnie, la Serbie, la Pologne, l'Autriche, l'Allemagne, la France et la Belgique, évidemment. Ou parfois, malheureusement, quand il reste un moment en Belgique, c'est là où il y a des risques de radicalisation. Je vous êtes la Belgique aujourd'hui, nos confrères du Figaro sortent une une sur la Belgique qui est devenue le Belgiquistan, ils l'appellent comme ça. Nous, on était allés avec frontière à Molenbeek. Donc vous avez en plus, dans ces traversées de migrants, des zones qu'ils traversent où il y a des risques, dans les centres qu'ils fréquentent, de radicalité, de radicalisation. Et le risque terroriste est toujours très très important, notamment avec le fait que c'est des réfugiés syriens qui, là je vous parle des Grands Lacs, mais vous avez beaucoup de réfugiés syriens aussi qui traversent ces routes migratoires. Donc vous avez essentiellement la route des Balkans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes refoulé d'un pays européen, au pire, vous retournez dans le pays d'origine où vous avez eu vos premiers documents. Euh, ce qu'on appelle les transferts Dublin. Et quand vous traversez tous ces pays, il y en a un à terme qui vous accueille, en fait. Et généralement, c'est la France. Et je veux dire ce que dit souvent Eric Tedner, les premiers passeurs, c'est nous, en fait. Les premiers responsables de l'immigration, de la submersion migratoire, c'est nous. C'est nos CAF départementales, c'est nos CADA, c'est nos CRA, c'est tous ces centres où en fait les migrants sont bien contents de s'y trouver, parce qu'ils savent qu'après, soit ils vont errer dans la nature, et donc, in fine, errer sur le territoire, soit ils vont de manière indéfinie, rester accompagnés par des associations. Donc en fait, de toute façon, ils restent. Donc vous avez évidemment, on le dit, on le répète, des vannes migratoires en France, des appels aux migrants, d'abord par les associations, qui leur disent tout de comment on fait pour arriver en France, qui les maintiennent sur ce sol. On l'a vu récemment avec l'évacuation du théâtre de la Gaîté Lyrique. Entre parenthèses, ça c'était très drôle parce que j'ai vu beaucoup de gens de gauche se plaindre qu'il n'y avait pas assez de gens de gauche contre l'évacuation de ces majeurs. Et ça, il faut insister. Ce n'est pas des mineurs, c'est des majeurs. Donc vous avez ces associations, on le voit, qui seraient prêts à... pardon, hein, mais qui seraient prêts à vendre leurs femmes contre des migrants. Enfin, je veux dire, on en est là. Ils sont à genoux devant l'immigration pour les accueillir dans nos villes. Par contre, jamais chez eux. Ça, il ne faut pas les avoir en bas de chez soi. C'est toujours cette bourgeoisie de gauche qui veut des migrants partout, sauf chez eux. D'autres, il y a ces associations qui jouent. Il y a évidemment tout notre système judiciaire où on a aujourd'hui des avocats. On l'a dévoilé dans notre dernier hors-série sur les coupables de l'invasion migratoire, les juges, les ONG, les avocats, les magistrats. On a fait le top 3 des avocats qui le plus venaient en aide aux migrants. On a dévoilé ce chiffre effarant de combien un avocat peut se faire par migrant. Je vous invite à aller voir dans le magazine, c'est effarant. On est parfois jusqu'à 80 000 euros quand vous prenez tous les migrants, par tête de migrant, je crois que c'était 3 500 euros de mémoire. J'ai plus le chiffre des attentats, mais il est dans notre magazine. Et quand vous prenez tous les dossiers de migrants que traite un avocat, avec l'aide juridictionnelle, payée par nos impôts, ce qu'il se fait par tête de migrant, entre guillemets, hein, pardon pour l'expression, en allant jusqu'au bout de tous les recours possibles, payés avec l'aide juridictionnelle, imaginez les vacances que se font ces avocats, payés avec les impôts des Français. Vous avez des avocats qui vont jusqu'au bout. Ça passe pas en première instance, on ira en deuxième instance. Ça passe pas en deuxième, on ira en troisième. Il n'est pas solvable, c'est pas grave. L'aide juridictionnelle payée par nos impôts me payera. Donc il y a des avocats qui se font vraiment mais des sommes colossales en venant aux aides aux migrants. Les associations, les avocats, les magistrats, quand vous voyez que dans certains, on a listé les zones, les territoires en France où on avait des tribunaux administratifs qui venaient le plus conforter les migrants dans leurs demandes,
Donc tout ça est de notoriété publique, hein. Nous, on n'a fait que recenser. Je vous en parlerai tout à l'heure, on est poursuivi pour ça, mais on n'a fait que recenser des données publiques. Donc bien sûr ça. Et puis enfin, toute une partie politique qui vient en aide. Voilà, quand vous voyez des militants d'ultra-gauche, des députés de la France Insoumise, je pense à Daniel Simonet, député qui vient avec son écharpe de l'Assemblée nationale récupérer les affaires des migrants au théâtre de la Gaîté-Lyrique et qui ensuite s'en prend avec une violence mais inouïe contre le ministre qu'elle interpellait pour lui dire qu'en fait c'est des jeunes, des enfants qu'ils ont mis à la rue, mais c'est des enfants à 40 ans. Moi, je les ai vus j'étais allé à Menton au moment d'une grande crise, vous vous souvenez, il y a un an de ça maintenant, où on avait forcé un hôtel, par exemple, à accueillir des migrants. Ils n'en voulaient pas. J'étais allé voir ces Ce qui est migrants. courant en réalité. Non, mais d'une part, c'est courant, et d'autre part, il y a un phénomène qu'on met trop souvent de côté, c'est la haine contre ces migrants. On a parlé au tout début de cet entretien de la façon dont ces migrants n'arrivaient pas à s'intégrer. Et de fait, ils n'aiment pas la France. J'ai rencontré des migrants qui venaient pour profiter de la France, qui m'ont dit, face caméra, euh, on nomme votre pays, on le déteste, et c'est juste vos aides dont on a besoin. C'est ça. Et alors parfois, pour certains, ils sont honnêtes, ils vont au bout de la démarche, ils préfèrent aller en Angleterre. Mais vous avez cette haine qui est là, et des associations qui leur sont complètement acquises, soumises, au sein même parfois de centres de rétention administrative. J'ai visité le CRA de Marseille, les associations qui viennent en aide aux migrants, elles sont à l'intérieur même des CRA. Vous imaginez qu'on place des retenus dans des centres pour leur dire vous allez être expulsés, mais à l'intérieur même de ces centres, vous avez des associations qui leur viennent en aide pour leur apprendre leurs droits. Centre où, in fine, on a des infirmières qui se font traiter de salles françaises et qui se font attaquer à coups de poing au visage. C'est ça la réalité de cette submersion. Donc, je vous parlais des différentes routes. Ça, c'était un petit peu les conséquences de l'immigration en France, sans entrer dans la conséquence islamique. On pourrait passer des heures là-dessus. Donc, il y a ces conséquences, parce qu'il y a cette route migratoire des Balkans, mais il y a aussi une autre route, et ça témoigne de la fragilité de Frontex, qui est la route qui passe par les îles Canaries. Marion Maréchal s'est rendue il y a quelques semaines. Elle dénonçait le fait qu'un camp de migrants aux îles Canaries était en train d'être renforcé par le gouvernement espagnol. Parce que Pedro Sanchez veut accueillir et naturaliser 500 000, régulariser 500 000 demandeurs de papier en Espagne. Mais ils ne vont pas rester en Espagne. Ils vont venir en France, parce qu'on est le pays le plus généreux, et le plus accueillant, et le moins raciste au monde. Il faut arrêter de dire que la France est un pays raciste. On est peut-être le pays le moins raciste au monde. Alors par contre, il y a une discipline dans laquelle on est champion olympique, c'est le racisme anti-blanc. Et ça aussi, c'est une des conséquences de l'immigration. Et on l'a vu à Crépol. Donc vous avez, pour revenir aux routes migratoires, les Balkans, Mayotte, qui s'étiole un petit peu, les îles Canaries, et puis bien sûr la Méditerranée centrale avec la Grèce, et puis ceux qui arrivent directement en France. Et puis une dernière chose, parce que je fais beaucoup de terrain et donc je vais les voir ces migrants. Il y a une chose moi, qui m'a choqué sur l'inhumanité de la gauche, c'est à Calais. J'ai vu des associations qui distribuent des flyers aux migrants de Calais pour leur expliquer comment monter à bord des canaux et comment faire la traversée. Et qui ensuite se plaignent qu'il y a des morts en mer. Mais ces gens-là ont du sang sur les mains, sur ces gens-là qui sont inhumains. Euh, donc voilà, il y a des routes qui sont empruntées, il y a une fragilité de Frontex, et puis il y a une connaissance évidemment liée au réseau numérique. Eric Tedner le racontera dans ce documentaire et il pourra en venir en parler sur votre chaîne. Il avait rencontré Abdoulaye, je crois, le nom d'un migrant somalien, je crois, de mémoire, qui lui racontait que depuis son village, grâce à TikTok, il savait parfaitement tout ce qu'il fallait faire et il connaissait même les lois de chacun des pays et il savait qu'il fallait donner aux forces de l'ordre locales le nom de tel ou tel passeur parce qu'il y avait des liens avec la police pour pouvoir passer. Donc il y a un réseau général qui, malheureusement, tant qu'on n'aura pas mis ce que certains politiques appellent de leur vœu, c'est-à-dire de mettre en place des triples frontières, frontières dans notre pays, c'est-à-dire à nos frontières terrestres, frontières européennes, en faisant un vrai Frontex, et puis triple frontière, c'est-à-dire de deux façons, blocus maritime, comme il faudrait le faire à Mayotte, envers les Comores, et dans les pays d'accueil, en ayant des instances, dans les pays pardon, de départ, en ayant des instances qui, dans ces pays de départ, limitent ces départs en passant des messages forts et fermes, en leur expliquant que la France ne sera plus un Eldorado, si on arrive à changer les choses. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et en réalité,
on en a déjà parlé un petit peu, mais Frontières est aujourd'hui l'objet, et je pense que ça se reproduira en fait, puisque ça fait partie de la... C'est signe de succès. D'une certaine manière, oui, quand on commence à devenir gênant, on est attaqué, c'est un signe de succès. Mais je dirais que, justement, vous parliez de la victoire d'opinion, de la victoire culturelle, et je pense qu'un des signes euh, de cette victoire, c'est de vouloir déplacer le lieu du combat, en l'occurrence dans les tribunaux, puisque vous êtes, enfin, pas vous personnellement, mais le média Frontière est l'objet donc d'une judiciarisation de son opinion en réalité, puisque vous êtes attaqué devant les tribunaux pour, il me semble, pour justement un certain nombre d'enquêtes récentes que vous avez évoquées. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Est-ce que est-ce que ça s'est déjà produit déjà par le passé quand c'était Livre Noir? Est-ce que vous l'avez vu dans d'autres médias de droite? D'une certaine manière, est-ce que c'est un système en fait? Bien sûr, c'est un système. Oui, c'est un système. Et vous-même, en ayant préparé cette interview, je pense que vous avez difficilement trouvé les raisons et les fondements de cet acharnement juridique, parce qu'en réalité, il n'a pas lieu. Seul exemple, enfin, il n'y a pas lieu d'être. Premier exemple, l'ARCOM, avec la direction de l'ARCOM qui menaçait de déposer une plainte à l'égard de Frontières, et notamment des journalistes qui se sont rendus, dont le nouveau rédacteur en chef de Frontières Plus, Baudouin Wisselman, et moi-même, qui nous sommes rendus sur place à l'ARCOM, pour porter plainte parce que nous avions posé des questions à leurs employés sur ce qu'ils pensaient des propos tenus par leurs collègues lors d'un déjeuner révélé par des journalistes sur la façon dont ils avaient évincé C8 et Cyril Hanouna, et la caméra cachée et l'interview du nouveau patron de l'ARCOM qui a pu faire Baudouin Wisselman, et ils se sont rendus compte qu'en fait la caméra cachée c'était une méthode tout à fait légale aujourd'hui dans le monde de la presse, et que c'est la seule façon aussi parfois d'obtenir des informations. Et lorsque c'est Élise Lucet qui pratique cette méthode, ou envoyé spécial, ou le service public dont on a largement parlé, là on ne leur reproche jamais. Donc vous voyez qu'à chaque fois en fait ils se rendent compte que c'est complètement stupide comme accusation, et l'ARCOM en premier lieu s'est retiré. Il ne déposera finalement pas plainte. Donc on se demande à chaque fois quels sont les fondements. Mais il y a deux choses, il y a deux formes d'acharnement. Il y a l'acharnement médiatique, on en a parlé, mais je voudrais revenir un tout petit instant sur la Fondation Jean Jaurès, qui a demandé un rapport à Raphaël Lorca, très proche de l'extrême gauche et de la France Insoumise, qui a expliqué dans cette note que Frontières est un média, alors on nous a tout fait, hein, raciste, fasciste, etc. Mais alors on n'avait jamais fait celle-là, un média anti-républicain. C'est-à-dire que, à croire qu'on a des statues de Saint-Louis chez Frontières, et que chaque jour on se pâme devant le roi, et qu'on regrette, on regrette le temps des Templiers, et bientôt on va défendre la reconquête de Jérusalem, partir en croisade, et puis soutenir, l'héritier des Bourbons pour qu'ils reprennent l'Empire, ou plutôt le royaume de France. Bon, vous ne trouverez jamais dans la moindre page, dans aucune page de Frontières, le moindre propos à cet égard, parce que si on est anti-républicain, ça veut dire quoi? Qu'on est royaliste, qu'on est complètement totalitaire, nazi, fasciste, ça veut dire ça. La réalité, c'est qu'en fait, on est juste un média de droite, d'opinion, qui dit des choses basiques sur tous les sujets que j'ai évoqués. Mais ce qui les dérange, c'est tout ce qu'on a évoqué, c'est le fait qu'on a gagné du terrain médiatiquement, et que nous ne sommes plus aujourd'hui justement un média alternatif, mais plutôt un média qui va se généraliser. Donc ça les dérange. Cette note, elle est truffée d'erreurs et de niaiseries intellectuelles, d'une paresse intellectuelle qui est terrible pour quelqu'un qui est payé par de l'argent public. Et donc chacun peut aller voir le décryptage qu'on a fait Baudouin Wisselman, qui revient sur cette note. Donc il y a cette hargne médiatique contre nous. Il y a évidemment Libération, Arrêt sur Image, Street Press, ceux qui se sont fait chasser de la Télérique par les migrants qu'ils défendaient. Tous ces médias qui nous détestent, mais qui n'assument pas mener un combat idéologique, alors que s'ils passent leur journée à nous attaquer et à nous pourchasser, c'est bien qu'ils mènent un combat contre la droite, avant de mener leur combat qu'ils pourraient faire pour eux, pour leurs idées. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, eux, ils préfèrent être uniquement dans l'attaque des médias de droite. Donc il y a cet acharnement médiatique qui, de toute façon, ne fait de mal qu'à ceux qui l'incarnent. Et puis il y a cet acharnement judiciaire, qui évidemment n'est pas d'hier. Livre Noir, d'emblée, a été, à chaque fois que c'était possible, attaqué, poursuivi. Hier, j'ai encore vu un tweet passer d'une personne qui voulait porter plainte pour atteinte aux personnes
contre l'émission de CNews dans laquelle j'étais hier, et moi-même, parce que j'évoquais le fait que que les Français avaient le droit de ne pas vouloir être métissés, créolisés. J'ai une antifa d'ultra-gauche très radicale que j'ai interviewée 3 fois lors de la manifestation du 8 mars, qui aurait, a priori, bon, je ne m'intéresse pas trop aux vies misérables comme ça de ces militants, mais qui aurait, j'ai cru voir passer, qu'elle aurait porté plainte pour harcèlement. Parce que je l'ai interviewée 3 fois dans une manifestation. Manifestation à laquelle elle a filmé du début à la fin les visages des filles de Némésis, les féministes qui étaient les seules féministes qui étaient présentes à cette manifestation, pour ensuite, vous connaissez ce terme, pour les doxer, pardon, comme on dit en anglais, pour, comme on le fait souvent, comme on le fait à Damien Rieu, comme on le fait à tous les journalistes ou influenceurs de droite, c'est-à-dire diffuser sur les réseaux sociaux nos visages, nos noms, nos adresses et nous mettre en danger. C'est-à-dire cette jeune militante antifa d'ultra-gauche qui a passé sa journée à zoomer, à filmer, à photographier les visages de filles qui potentiellement seront en danger parce qu'elles étaient les seules féministes à manifester à cette manif pour Gaza, qui n'était pas une manif du 8 mars, hein, qui était une manif pour Gaza, vient se plaindre qu'on l'interroge alors qu'elle participe de manière publique à une manifestation. Et je n'hésiterai pas demain à aller l'interviewer à nouveau s'il le fallait. Je fais mon travail. Mais vous voyez, c'est pour vous dire un petit peu parfois la stupidité, l'inanité des remarques, des poursuites judiciaires qu'on nous fait. Il y a celle de l'Ordre national des barreaux, de l'Ordre européen des barreaux, du Conseil d'État, qui poursuivent Frontières parce qu'on a fait ce magazine, ce hors-série sur les coupables de l'invasion migratoire. Bah, qu'ils aillent poursuivre tous les sites de data publique parce que nous n'avons fait que recenser ces données publiques. Nous ne mettons pas de cible dans le dos. À aucun moment nous attaquons le principe, certes républicain, de droit à chaque être humain d'être défendu. Seulement, les Français ont le droit de savoir, et même c'est notre devoir de les informer, combien d'argent public est utilisé. Je vous parlais tout à l'heure de l'aide juridictionnelle. Ben, combien d'impôts, combien d'argent, combien de l'aspect pécunier des Français est utilisé pour à la fois s'ériger de grands défenseurs du régalien, tels que Bruno Retailleau et Gérald Darmanin le font aujourd'hui, en disant lutter contre l'immigration, et en même temps donner un argent massif. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard d'euros pour les associations pro-migrants et pour tous ces avocats avec l'aide juridictionnelle qui viennent en aide aux migrants. Donc les Français ont le droit de savoir tout ça. Donc c'est notre devoir d'informer, on est aussi protégé par notre carte de presse. Et puis après, vous avez pléthore de... souvent, c'est du stade des menaces. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à nous intimider. On nous a expliqué, au moment de l'affaire de l'horrible meurtre de Louise, qui, comme Philippine, comme Lola, ont été tués par des personnes qui n'avaient rien à faire sur notre sol, qui auraient dû être expulsées depuis longtemps, ou en tout cas ne jamais pouvoir pénétrer notre sol. On nous a expliqué qu'on allait être poursuivis juridiquement pour notre traitement de l'affaire. On nous a expliqué que Frontières allait fermer, qu'on nous couperait notre argent. Il faut savoir que, dommage pour eux, on n'a pas de subvention publique. Nous, on n'a que l'argent de nos donateurs, de nos abonnés et de ceux qui achètent le magazine. Donc, j'ai envie de leur dire bon courage à eux pour nous faire taire, bon courage à eux pour nous fermer. C'est très très mal nous connaître. Mais en tout cas, et une chose est sûre, c'est qu'on a quand même besoin de se défendre, d'être soutenu. Donc voilà, on peut le faire via le site de Frontières, en nous soutenant même personnellement, humainement, affectueusement. J'ai envie de dire, moi je remercie à chaque fois le public, tous les messages qu'on reçoit toute la journée qui nous aident à poursuivre sur le terrain. Et puis, il y a des associations qui nous viennent en aide et chaque fois que je le peux, je leur rends hommage parce qu'ils sont vraiment très importants. C'est l'ASLA, Association en soutien aux lanceurs d'alerte, qui nous aide juridiquement dans tous nos procès. Vous savez, je suis en procès avec Yacine Bellatar dans toutes ces affaires. Heureusement, on a un public très attentionné qui nous suit et nous soutient. Comme ça, on va terminer sur les remerciements, c'est très bien. Pour tous nos téléspectateurs, si vous avez apprécié cet épisode de Franc-Parler, je vous invite à aller voir tous nos autres formats sur la chaîne. Évidemment, à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est en pleine croissance et c'est grâce à vous. On vous remercie. Merci à vous.